Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo on va parler de récolte des maïs et de préparation de la suite des événements, c'est-à-dire les futurs semis. Donc en fait tout démarre toujours avec la moissonneuse, donc c'est très important cette période-là. Alors petite parenthèse, pour moi c'est la période de l'année que je préfère, l'automne. Je pourrais semer pendant des mois, j'adore ça. J'adore récolter les maïs puisqu'en fait on est passé d'une époque où nous n'étions pas autonomes. Avec beaucoup d'efforts, petit à petit, j'ai réussi à l'être à ce niveau-là. Donc j'adore récolter les maïs, j'adore cette culture. Même si à terme, on pense qu'on va sûrement de moins en moins en faire. Même si ces maïs-là sont assez quand même prometteurs au regard de ce qu'on a commencé à faire. Là, on a commencé à faire le tour du champ et voilà, on se revient autour des 8 tonnes. Donc pour un maïs qui n'est pas irrigué, bon, c'est vrai qu'ils sont beaux, hein, ils font 3,50 m. Il y a 2 épis par pied. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant c'est même surprenant, mais je pense qu'on n'aurait pas eu les 75 mm du mois de juin, on pouvait faire une croix dessus, puisque depuis on a eu que quelques dizaines de millimètres en 7 ou 8 fois, j'en sais rien. Donc on va pas se plaindre par rapport à ce qu'on peut voir des fois en plaine, des maïs tout petits d'1,50 m qui sont même déjà récoltés. Alors les humidités, de ce que j'ai comme retour, ça va de 16 à 25% d'humidité. Donc vous vous rappelez quand même que certains barèmes, j'en profite, sont sortis concernant l'humidité. Donc on parle de 20 € pour ramener un maïs de 19% d'humidité à 15. Donc pour rappel, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément le maïs, ça se récolte dans les mêmes conditions d'humidité que nos céréales, classiques, les blés, etc. Donc c'est 15 d'humidité. C'est très très rare, on ne récolte jamais un maïs à 15, ça c'est certain. On récolte ça toujours à 22, 25, même 30. Il y en a qui montent des fois à des 35, 39. Ça, c'est jamais évident et c'est jamais en plus une bonne qualité de récolte. Et puis, c'est peut-être des mauvais choix d'indices. Mais je pense que les agriculteurs sont de plus en plus vigilants à choisir des indices de précocité, en fait, c'est-à-dire le besoin en température du maïs, qui permet évidemment plus de potentiel, plus l'indice est élevé, c'est un fait, mais aussi des récoltes de plus en plus tardives. Donc, il faut faire un compromis entre des conditions de récolte correct, donc c'est-à-dire récolter assez tôt, donc un indice plus court, peut-être moins de potentiel, mais encore c'est à vérifier, surtout avec les 10 dernières années que nous avons vécues. Il est parfois plus malin de choisir un indice correspondant bien à sa région plutôt que d'essayer d'espérer des miracles avec des quintaux en plus et puis que ça finisse mal. Donc là il a un peu passé au travers des gouttes. Moi je l'ai semé une quinzaine de jours après mes collègues, ils ont toujours été beaux, toujours bien poussés. Le désherbage a mis du temps à fonctionner, mais c'est des parcelles propres historiquement. Donc on va dire que ça s'est bien passé. Alors j'arrête un peu de parler de moi. L'idée c'est de vous parler un peu plus de ce qu'on va faire derrière tout ça. Alors en fait derrière tout ça déjà on a des résidus en quantité forcément quand on a des maïs importants. Et je pense que parmi vous il y a des gens où les volumes sont peut-être encore un tiers en plus. Donc nous on est une petite région et on n'irrigue pas les maïs. Voilà, donc déjà par rapport à la moissonneuse, c'est évidemment des conditions sèches comme ça, c'est toujours l'idéal pour la qualité du broyage. Donc ici, on en a déjà parlé, je ne reparle pas du cueilleur, mais comme beaucoup de cueilleurs, et on entrecroise un peu les couteaux. Donc c'est vrai qu'on coupe assez haut puisque les maïs sont hauts, mais par endroits, il y a du dégât de sanglier, il y a quelques maïs cassés et couchés, donc on récolte plus près. Mais de toute façon, nous, on fait le choix de rebroyer. Donc c'est vrai que là, il y a une masse végétale qui est sèche, donc ça c'est pratique. L'enjeu aussi, c'est de regarder la météo en amont, pour peu qu'elle soit fiable, on est tous d'accord là-dessus. Mais parce qu'en fait, s'il pleut beaucoup, en tout cas dans nos régions, en tout cas même 15 mm, sous ce mulch-là de résidus, alors des années comme cette année, le sol a tellement, entre guillemets, soif, que ça pourrait peut-être aller vite derrière. Mais des fois, on bascule dans le vrai automne, quand on récolte les maïs habituellement fin octobre, début novembre. Eh bien nous, ça sèche plus par ici, donc on essaye toujours, comme un peu partout je pense, mais on essaye toujours de récolter le maïs quand on sait qu'on a 2-3 jours derrière qui sont beaux pour pouvoir au moins faire le broyage et si possible la micro-fissuration. Donc en fait là l'idée ça va être de rebroyer, vous verrez on va rebroyer avec le broyeur qu'on a en commun. Donc là mon collègue va s'en servir, moi je vais utiliser le petit 3 mètres pour au moins faire les tours de champ demain matin. Donc on récolte pas avant 10-11 heures pour éviter d'avoir la rosée et que ça se passe bien aussi dans la moissonneuse, puisque là c'est l'idéal. Si on peut finir l'année avec une récolte sèche pour le nettoyage de la machine, etc., du cueilleur, il n'y a pas au-dessus, vous voyez de quoi je parle. Donc là on va rebroyer. Alors vous allez me dire mais pourquoi on rebroie? Parce que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, comme toujours, le peu que j'ai vu en tout cas sur la page agriculture de conservation, beaucoup de gens qui sont fiers de dire qui sèment en direct, etc. dans le maïs. Alors vous savez, le vrai enjeu c'est pas de semer en direct dans le maïs, ça
c'est facile, il y a des régions entières qui font du sémavator depuis 25 ou 30 ans et qui continuent d'ailleurs en Beauce parce que c'est des gros sols argileux et c'est sans doute la meilleure méthode hein, pour ce type de sol en tout cas derrière maïs pour éviter d'y toucher justement. Derrière le maïs, quand on a un beau maïs comme ça, on peut supposer, et c'est pas une supposition, mais qu'on a une belle structure. Quand le maïs est uniforme, donc c'est quelque chose qu'on observe tout au long du cycle de la culture, qui nous fait dire on n'a pas besoin d'aller gratter ça jusqu'en Chine, d'aller faire je ne sais quoi. Donc nous déjà dans la stratégie, ça va être rebroyer pour l'aspect maladie, améliorer les décompositions des résidus, encore une fois, toujours la même chose, faciliter le travail des dents aussi. Hein, donc on a eu une période où on mulchait avec des outils à disque, il y a 20 ans à peu près. Et puis en fait, moi ce que j'aime bien laisser, c'est les rangs de maïs. Et quand on reviendra derrière les semis de blé ici, même 2 mois après, on verra encore les rangs de maïs et on pourra dire qu'on était en direct en fait. Hein. C'est ça qui sera bien. Enfin bref, mais ça permet surtout d'éviter les inconvénients du semis direct derrière ça. Ça n'est pas de réussir le semis l'inconvénient, ce sont les maladies. Les maladies qui vont se développer sur les résidus comme ça. On peut avoir les maladies au cœur des résidus. On peut les avoir dans les tiges. Donc c'est pour ça qu'on va éclater les tiges avec notre broyeur qui va réaspirer les résidus en conditions sèches et qui va en faire une forme de poudre. Hein. Ça va passer tout seul avec les dents. Et ça, c'est très important. Alors il y a des études en Suisse qui démontrent, des vieilles études, hein, puisqu'il ne faut pas faire le rapport en disant maïs fusariose. Mais malgré tout, c'est quand même une culture qui la stocke davantage, qui parfois même contient ça dans les grains de semis. Vous le savez, hein, des grains un peu noirs de maïs, ils sont déjà fusariés. D'ailleurs, ils ne font jamais des super candidats derrière. Et c'est quand même important de se dire que plus on facilite les décompositions, les études en Suisse de Suzanne, j'ai oublié son nom de famille, mais qu'on avait étudié dans les années 90, démontraient qu'au fur et à mesure qu'on mulch une fois, ou une deuxième fois, ou une troisième fois, on diminue à chaque fois d'autant le risque de donne et le risque justement de contamination de nos futures récoltes. Hein, c'est quand même ça dont il s'agit. C'est pas juste la performance de semer dans des résidus de récolte. Ça n'a aucun intérêt ça sur le fond. Il faut rester pragmatique, ce qui peut être inquiétant. Et nous sommes des régions à fusariose et je peux vous assurer que le jour où l'un d'entre vous, un petit malin qui fait du semis direct et qui est content de le faire pour sa première année, une année où il n'y a pas eu de fusariose comme cette année, donc évidemment tout se passe bien. Mais une année où il y a une vraie attaque de fusariose, vous pouvez utiliser tous les traitements du monde, vous verrez que c'est incontrôlable. En 24 heures, la contamination est faite. Et dans ce cas-là, les grains, dans le pire des cas, c'est la roséum, et là vous avez des épis vides. Et puis si c'est de l'anivalé, donc là c'est des grains éthiques, c'est des morceaux d'épillés pas fécondés. Et le grain là, le PS, c'est en dessous 70, c'est garanti. Donc il faut rester prudent pour simplement un broyage et un mulchage. La deuxième chose, c'est que derrière les maïs, les vers de terre n'apprécient vraiment pas le maïs. Ça les fait même fuir, il faut être aussi honnête là-dessus. Donc tout ce qui va être broyage, tout ce qui va être mis en contact avec la terre, en laissant les rangs de maïs, mais ça on en parlera plus tard, nous on laisse les rangs, on fait tout pour ne pas les déchausser, surtout pas. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais l'idée c'est de favoriser les attaques par les champignons, car c'est l'arrivée des champignons dans nos sols qui va conditionner toute l'évolution de la faune, microfaune et macrofaune qui va suivre. Sans champignons, il n'y a que des bactéries, c'est un système qui ne fonctionne pas bien. On voit beaucoup ça sur le terrain, donc je ne rentre pas dans le détail, on aura le temps de le faire cet hiver. Mais c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, ce sont les champignons qui vont déclencher la vie. Alors juste derrière, on a le champ qui a été semé en couverts végétaux, donc une des parcelles que nous avons faites. J'ai été voir ce matin, là, en écartant les résidus, je vous montrerai ça aussi plus à l'automne. On voit les duvets blancs des champignons sur les résidus. Ça c'est génial, mais il faudra qu'il repleuve assez rapidement parce que sinon ça va arrêter le début du travail. Donc voilà, donc là, le procédé derrière les maïs, c'est évidemment quand on n'a pas le piétinement, en tout cas comme cette année, on ne vide pas en roulant, on localise le trafic en sortie de parcelles, hein, comme on le fait pour les céréales, c'est un choix. On a une machine pas trop importante en termes de taille, ça a toujours été un choix délibéré. On a connu des années très humides. On a des pneus où on met aujourd'hui 1,5 kg, là il y a dedans dans chacun des pneus, donc 1,5 bar pardon. Et donc avec 8 rangs, c'est une machine qui est idéale pour faire nous ce qu'on pense, hein, faire ce travail-là. Alors on a moins d'autonomie de trémie, mais on ne peut pas avoir beaucoup de trémie et ne pas avoir de poids, hein, donc c'est logique aussi. Donc c'est vrai que c'est souvent la culture, comme les betteraves ou des cultures tardives comme ça, qui pose interrogation vers l'agriculture de conservation. Je pense que si vous faites les choses entre guillemets dans la durée, c'est-à-dire que vous prévoyez que votre maïs arrive au bout de quelques années déjà d'agriculture de conservation, eh bien vous verrez que les choses se passent très bien
et que entre vos résidus, alors là on va être dans le champ de maïs, hein, si on regarde, là c'est une passée où justement on a roulé sur le rang, vous voyez, les terricules, malgré l'année un peu difficile, on va dire que ces derniers jours, parce que ça date pas de très longtemps, hein, on voit que à nouveau les vers anéciques font leur travail. Donc on a des années où c'est bien plus flagrant que ça. J'ai eu l'occasion par le passé de montrer le cœur du maïs qui est complètement entre les rangs, complètement labouré, on va appeler ça comme ça, mais c'est encore mieux que le labour, aéré, recyclé, dynamisé, hein, le poids de terre par jour de nos amis vers de terre qui me libère des éléments nutritifs, ce qui explique aussi qu'on peut en mettre très peu, voire pas du tout. Voilà, donc bah écoutez, pour cette petite vidéo d'introduction sur la préparation après maïs, donc on va récolter ça, on a une trentaine d'hectares à faire, donc entre des réunions de partenaires et autres, et puis je reviendrai vers vous au moment du broyage et vous montrer peut-être quelques résidus, comment ils peuvent déjà être contaminés, et donc nous préparer la suite des événements. Donc je rappelle bien que l'enjeu, c'est pas de semer en direct, ça c'est pas difficile du tout. Ce qui est difficile, c'est de gérer dans l'approche globale la gestion future des maladies, notamment dans les cœurs des tiges où vont se mettre à la fois des ravageurs, mais à la fois aussi les maladies. Par contre, on fera tout pour laisser les rangs en place qui vont arriver à percoler les eaux de l'hiver, nous faire un squelette à notre sol, car on risque déjà d'avoir des terres altérées, comme on dit chez nous, je suppose que vous voyez ce que je veux dire, un petit peu déshydratées par la culture. Ça c'est toujours le cas, on a toujours beaucoup de terre fine derrière les maïs, c'est toujours très facile à faire, même avec des niveaux d'argile élevés. Par contre, les erreurs communément faites, c'est de déchausser complètement les rangs. Je sais pas, visuellement ça doit stresser certains agriculteurs et ils veulent se débarrasser des rangs de maïs. Et en fait, vaut mieux les broyer pour éviter qu'il y ait de la maladie qui se stocke dedans, mais ensuite on les laisse en place et on sème dedans. Et oui, de temps en temps, il y a un rang qui va être sur la dent qui sème, mais elle va se déplacer légèrement sur le côté et vous verrez rien, il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de rang qui manque, rien du tout. Je parle de vos céréales. Par contre, pour tout l'hiver, vous aurez un châssis de votre sol, le squelette, les racines tout doucement vont mourir. Et en fait, c'est au déchômage derrière la céréale qu'on va se débarrasser, entre guillemets, qu'on va remettre les rangs de maïs en mélange, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur le travail par séquence. Voilà les amis, bah écoutez, quel bonheur, hein, on a vraiment un super métier. Allez, bonne journée à tous, bon courage, à bientôt.